Aujourd'hui, c'est un peu une sensation d'apocalypse, on dira de cauchemar. C'est donc le moment de parler d'un rêve. Et évidemment, il ne s'agira pas d'un rêve de moi, puisqu'il ne s'agit jamais, ou jamais réellement de moi ici. On y va. Je voudrais parler d'un poème de Robert Desnos, J'ai tant rêvé de toi, que je ne connaissais pas, mais dont j'ai fait la découverte grâce à Isabelle Carlet qui me l'a envoyé. Comme ça, pour discuter, c'était super. Et parce que ce poème, il a quelques subtilités. Alors, Isabelle raconte, dans un texte qui accompagne la lecture de ce poème sur son podcast, évidemment je mets les liens en dessous, qu'elle a découvert ce poème dans une anthologie avant de le découvrir dans un recueil. Effectivement, il apparaît dans un recueil, je crois que ça s'appelle À la mystérieuse, je vais retrouver le texte. Je suis désolée, c'est vraiment le bazar pour moi en ce moment. Tiens, on va en profiter pour couper le téléphone. Tac, c'est ça. Mode silence. Faut quand même bien ça pour Desnos. Et où est-ce qu'il est passé? J'ai tant rêvé de toi. Et le recueil, c'est... Là, je l'ai dans Corps et Biens, mais moi, je l'avais vu dans À la mystérieuse ou À la très mystérieuse. Eh bien, évidemment, je ne vais pas le retrouver tout de suite, parce que sinon, ce serait tellement plus simple. Ah. Et je vais le lire une première fois. Et on va voir ensuite si vous l'entendez, si vous voyez ce qu'a vu Isabelle, que je ne pense pas que je l'aurais vu de moi-même. En tout cas, ça ne fait pas partie des choses que je vois passer, circuler en ligne. Recueil à la mystérieuse. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'est chère? J'ai tant rêvé de toi que mes bras habitués, en étreignant ton ombre à se croiser sur ma poitrine, ne se plieraient pas. Au contour de ton corps, peut-être. Et que, devant l'apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne depuis des jours et des années, je deviendrais une ombre sans doute, ô balance sentimentale. J'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps sans doute que je m'éveille. Je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie et de l'amour. Et toi, la seule qui compte aujourd'hui pour moi. Je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venu. J'ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec ton fantôme, qu'il ne me reste plus peut-être, et pourtant, qu'à être fantôme parmi les fantômes, et plus ombre sans foi que l'ombre qui se promène et se promènera allègrement sur le cadran solaire de ta vie. C'est superbe. La remarque d'Isabelle, c'était que c'est un poème sans marque de genre. On peut se dire peut-être une, quand on a... alors, je vous mets le texte en description, mais là, moi, j'ai même l'imprimante qui est en panne. Je vis vraiment dans une apocalypse, là, au niveau des travaux. On fait ce qu'on peut et on avance. Tac, tac. Alors, c'était sur l'apparence. Je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie et de l'amour de toi. La seule qui compte aujourd'hui pour moi. La seule pour y reprendre toi, mais en fait, pour aussi reprendre apparence. Et donc, c'est le seul endroit avec une marque de genre. Mais en fait, cette marque de genre est aussi tirerée vers le féminin, mais ne l'est pas tout à fait. Alors, une recherche assez rapide, très rapide, en ligne, m'a permis de voir que ce poème est ramené, comme l'ensemble du recueil, à la lecture traditionnelle, poète maîtresse / muse, ce qui est évidemment favorisé par le recueil dans son ensemble, où tout est adressé, le titre le dit, à la mystérieuse, donc qui est plutôt indéfinie, mais au moins qualifiée, déterminée par cette marque du féminin. Ce qui se passe ici, Isabelle le note bien dans son texte, c'est que l'utilisation du je et du tu permet de sortir de la marque du genre. C'est un peu, mais pas complètement ce que fait Wittig dans Le corps lesbien. Parce que Wittig, elle va quand même assumer le féminin à ce niveau-là, mais elle va franchir encore un pas en faisant du je et du tu désactant. Ici, finalement, ce jeu de rôle reste là, mais il se détache effectivement autant de la marque du genre que de la corporéité.
J'en avais un peu discuté aussi avec Sébastien Bailly, qui pour lui voilà, voyait quand même des marques de genre, et en tout cas n'en faisait pas grand-chose en ramenant le poème à l'ensemble du recueil. Moi, j'ai envie de prendre ce texte et en fait ses effets de réception. Alors, quand on regarde sur Google, voilà ce qu'on fait rapidement. Je suis tombée sur commentaires composés, machin, fiche de bac sur J'ai tant rêvé de toi, qui est un poème qui a quand même beaucoup de succès, ce qui est logique parce qu'il est très beau. Et qui est ramené voilà, à ses explications traditionnelles, oui, mais je l'ai dit ça, muse, femme, etc. Et donc, en fait, qui met du féminin là où il y a peut-être, si ce n'est du net, du moins de l'indéterminé. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Quelles sont les lectures possibles de ça? Y en a-t-il des émancipations? Là, je pense que mon avis va un peu différer de celui d'Isabelle, ou en tout cas que je vais ramener à la réception des choses qui ne sont pas forcément complètement celles de Desnos. C'est-à-dire, il est, à mon avis, et là je rejoins complètement Isabelle, absolument impossible de faire un poème comme ça, sans marque de genre, de manière involontaire ou inconsciente. C'est beaucoup trop prégnant dans la langue, comme Wittig le dit dans La marque du genre. On est contraint par cela, et en fait c'est de l'ordre du tour de force, comme l'a fait Anne Garretta dans Sphinx, que de sortir de la marque du genre, donc ça ne peut... C'est l'équivalent d'un hippogramme façon Pérec, c'est-à-dire écrire un livre sans le E. Ça n'est pas une chose que l'on fait comme ça par hasard, malgré soi. C'est de l'ordre de la volonté expresse. Après, est-ce que cette volonté expresse va avoir une signification sur ce qu'est le genre? Et là, moi, je ne suis pas 100% sûre de ça. En tout cas, je pense que Desnos et en tout cas, sa biographie tire du côté quand même d'une personnalité progressiste, entourée de personnalités qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de queer, etc. Donc, voilà, l'idée d'une fluidité du genre, elle n'est pas contradictoire avec Desnos. Vous auriez dit Maurras, hein, c'était quand même autre chose. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? On va relire le poème. J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Quand je lis ça, je lis sur un mode, on va dire, mineur et plus triste, la phrase qui me bouleverse dans Les Demoiselles de Rochefort, comme ce type doit m'aimer puisqu'il m'a inventé. Mais il y a quelque chose de fondamentalement différent, c'est-à-dire que dans Les Demoiselles, comme ce type doit m'aimer puisqu'il m'a inventé, il y a comme une espèce de négation de soi dans l'idée qu'on est inventé par un autre, quand bien même il s'agit d'une coïncidence. Et là, ici, en fait, on a comme une réinvention d'un mythe de Pygmalion, en fait, et ça, c'est l'occasion d'un nouveau clin d'œil. J'ai énormément de poussière partout, je suis désolée, ça me rend maniaque, mais ça, c'est les travaux. À Eva Belgerby, c'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est un simulacre de relation pygmalionesque, comme ce type doit m'aimer puisqu'il m'a inventé, et qui apparaît comme une forme d'amour absolu, qui, moi, à mon avis, est quand même quelque chose d'un peu trompeur, mais qui n'est pas tellement... alors, qui est plus compliqué que ça dans Les Demoiselles, c'est détrompé, c'est quand même là, enfin... Voilà, là, il y a un papier qui est en cours pour le genre et l'écran, que je ferai dans quelques semaines, mais qui a déjà quelques années que je vais reprendre, sur Les Demoiselles de Rochefort. Normalement, quand je publie ça, vient de paraître ou paraît bientôt un papier sur Amour d'Anneke, qui là aussi, à mon avis, met de l'eau dans le gaze. Et je trouve ça vraiment intéressant. J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité, ça dit autre chose, puisqu'en fait, il ne s'agit plus de la personne aimée, mais de la personne aimante. On va commencer par un jeu lyrique, et effectivement, pris dans le recueil, il va y avoir un phénomène d'attractivité, non pas modal, mais j'ai envie de dire subjectif, de l'ordre du sujet, qui fait de ce jeu le même jeu que dans les autres poèmes. Mais, et le fait que le poème soit souvent repris en anthologie, ce qui a été la lecture d'Isabelle, ce qui est la mienne, puisqu'Isabelle me l'a envoyé, ce détachement permet aussi de sortir de cette lecture avec une attractivité. Donc j'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Et donc ici, ce n'est pas l'amour qui fait advenir, même illusoirement par cette espèce de pygmalionisme, c'est plutôt l'amour qui va finir par décorporer, désincarner, qui va amener une forme de spectralité. C'est-à-dire que l'être aimé n'est peut-être plus tout à fait le vrai être. Il va commencer à y avoir un genre de détachement. Est-ce que c'est négatif ? Pas forcément tout à fait. Est-ce que c'est mélancolique? Beaucoup plus sûrement. Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'est chère? Finalement, dans le fait amoureux s'opère une forme de dissociation qui va aller du côté, peut-être pas d'une urgence exactement,
mais de la possibilité d'une perte. C'est quasi benjaminien. Posant cette question donc du temps, et d'un temps donc, qui n'est absolument pas garanti. Ah, ça c'est la pluie. Et qui en tout cas, qui va arriver vers quelque chose de l'ordre des derniers instants possibles pour avoir quelque chose de l'ordre d'un contact charnel avec des espèces de références très étranges, c'est-à-dire que le toi ici est repris et désigné par ce corps vivant, ce qui finalement opère une espèce de dissociation corps et âme, une séparation corps et âme, ou entre le corps et l'être, avec malgré tout à nouveau une coïncidence, et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'est chère. Et donc finalement, cette espèce de fusion entre la personne, son corps et sa voix, elle est présentée sous le sceau du danger, de la perte imminente. Et elle est ici d'autant plus sous le sceau de cette perte qu'elle passe par une troisième personne. À qui s'adresse exactement la question ? As-tu ? Ou est-elle plus globale ? Ça, c'est pas très clair dans ce texte. Et ce qui rend aussi la chose particulièrement belle, à mon avis, lyrique, voilà, c'est cette espèce d'amour dit par ce sceau du tragique, et qui fait de l'amour même une tragédie, en ce que l'amour, par son ressassement amoureux, par son obsession amoureuse, ce qu'au Moyen-Âge on appelle la maladie d'amour, hein, et qui est encore réinterprété par le néoplatonisme, va amener cette décorporation de l'être aimé, qui est souvent une dame en néoplatonisme, mais ici ce n'est pas forcément dit. J'ai tant rêvé de toi que mes bras habitués, en étreignant ton ombre, et là on a bien la décorporation, à se croiser sur ma poitrine ne se plieraient pas au contour de ton corps peut-être. Là, on a quelque chose qui va dire la présence par l'habitude de l'absence, ou plutôt de la présence par le rêve, et donc d'une présence désincarnée, convoquée, de l'ordre spirituel, hein, quand on va convoquer des esprits. Et donc ici, quelque chose comme, finalement, l'étreinte de l'ombre va amener un repli sur soi, hein, corporel des bras sur soi, qui finalement ne sont peut-être plus capables de saisir le véritable corps. Et donc il y a quelque chose ici dans le corps qui se fait, hop là, insaisissable littéralement, en raison de l'habitude, de la solitude, de l'absence, mais surtout du rêve, et donc de ce mouvement vers soi. Et là avec, bien sûr, on va le dire, hein, cette anaphore, cette reprise « J'ai tant rêvé de toi » qui va aussi être bien sûr l'expression d'un plus haut degré, et ça c'est parfaitement lyrique. Et là on a en fait vraiment complètement une reprise, hein, des topoi du lyrisme qui vont sublimer, ou plutôt rendre sublime l'amour, parce que, bon, ben, sublimer dans le sens de la psychanalyse bien sûr, mais surtout sublimer dans le sens où l'amour devient véritablement sublime par un processus d'abstraction. C'est par exemple le processus qui transforme la mélancolie noire, la bile noire, du ressassement et de la maladie d'amour en mélancolie blanche de la création chez Moricet. Ici, ce processus mélancolique d'abstraction, il se fait finalement par, peut-être, de manière beaucoup plus tragique, la perte du corps réel, on a presque envie de dire la perte de la réalité, mais surtout la perte charnelle. Et donc tout ça sous l'expression du plus haut degré, donc la réécriture du topos lyrique, elle se fait par l'évacuation possible, ressentie, tragique, de l'être aimé, réel, pour l'être aimé, rêvé, mais finalement aussi la solitude, comme le montre le mouvement des bras. Et tout ça avec un présent de l'indicatif difficile à saisir en tant que valeur, c'est-à-dire on est bien sûr dans un présent d'énonciation, mais qui, ça c'est quelque chose qu'on trouve complètement chez Louise Labbé par exemple, j'en avais parlé avec Je vis, je meurs, est aussi un présent étendu, est aussi un présent d'habitude, de répétition,
et qui touche, pour ainsi dire, aux présentes vérités générales, notamment par ce jeu d'abstraction qui fait de jeu et de tu des actants. Ça les décroche d'une situation, on va dire, biographique, pour permettre à n'importe qui de s'en saisir. Et là, l'absence de marque de genre joue de ce côté-là. Et que, donc point, peut-être, et tout cela sous le sceau d'un danger possible. Et que, devant l'apparence réelle de ce qui me hante, et me gouverne depuis des jours et des années, je deviendrai une ombre sans doute. Alors là, on a même quelque chose de l'ordre d'une rupture syntaxique, et que en début de phrase, moi, dans une copie, je le corrige. Évidemment, je ne vais pas me permettre de corriger Desnos. Ce qui va se passer ici, avec ça, c'est finalement quelque chose de l'ordre de la syncope d'un autre rythme qui s'impose à la syntaxe elle-même. Et ce nouveau rythme, c'est précisément, cette syncope, cette découpe, c'est précisément le danger qui est thématisé dans le poème, dont le poème parle en fait. Devant l'apparence réelle de ce qui me hante, est quasi oxymorique, parce que l'apparence, c'est pas censé être le réel, puisque c'est justement la surface. Mais finalement, ça nous parle ici du monde comme phénomène, c'est-à-dire non pas du monde comme, je sais pas moi, nous-mêmes, si on reprend les divisions de Kant, mais c'est une espèce de phénomène de... Alors, ça nous montre que l'amour atteint un tel degré que le réel devient une apparence. Et donc que le moment où la hantise, dans le sens de hanter, et la rencontre finalement se font, ne peut plus être ressenti que comme une apparence. Et donc ça, en fait, c'est une autre façon, par les désignations, pratiquement oxymoriques, de désigner ou de spectraliser le monde. Et donc de jouer aussi sur cette division, on va dire, entre corps et âme, réelle apparence, etc. Et me gouverne depuis des jours et des années, je deviendrai une ombre sans doute, aux balances sentimentales. Et donc là, finalement, hop, par des phénomènes d'oscillation, les balances sentimentales, précisément ces balancements qui vont tout inverser, c'est finalement le jeu qui lui-même devient spectral, en tout cas une ombre, quelque chose de fantomatique, ou en tout cas la conséquence d'un corps mis à la lumière. Balance sentimentale, c'est très étonnant parce que c'est à la fois très prosaïque, les balances, genre on n'est pas au marché, quoi, vous voyez, et en même temps, on a bien ces images des oscillations qu'on avait dans je vis, je meurs, les oxymores, mais qui sont rendues très prosaïques, très quotidiennes, tout comme le présent de l'indicatif est complètement motivé par toutes ces valeurs dans le texte. Reprise encore, j'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps sans doute que je m'éveille. Et donc finalement, l'amour fait advenir à un état second, onirique, qui peut-être est irrémédiable. Je dors debout, hop, nouvelle oxymore qui prolonge cette idée et cette idée. Le corps exposé à toutes les apparences de la vie. Donc, et de l'amour de tout. Et l'amour est toi, la seule qui compte aujourd'hui pour moi. Je pourrais moins toucher ton front, etc. Alors, je dors debout, ça, on est sur une expression courante qui est reprise en sens littéral, complètement surréaliste, il faut quand même aussi le dire. Le corps exposé, donc là, finalement, le détachement corps-âme dans le tu est aussi celui du jeu. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est non seulement à la fois cette dissociation et cet entremêlement, mais aussi le fait que cela arrive aux deux actants qui deviennent ainsi interchangeables. Ou en tout cas, dont l'état les rapproche. Et ça, c'est un peu différent de la symétrie complète de la mythologie, de la dame, de la muse, de Cassandre qui vous tue d'un regard. Voilà, ça, on s'éloigne un peu de cette asymétrie complète et très illusoire. Je pourrais moins toucher ton front et tes... Alors, je suis allée trop vite. Le corps exposé à toutes les apparences de la vie. Donc là, en fait, on est complètement en reprise des motifs néoplatoniciens, notamment avec cette image de l'engravure, c'est-à-dire de l'image de la dame qui va s'engraver dans le cœur et propager la maladie d'amour avec l'image de la dame dans l'ensemble du corps. Ici, finalement, c'est toute la vie
qui s'amène comme un ensemble d'apparences, on ose dire des apparitions, le texte dit bien des apparences, mais qui va vraiment s'inscrire dans ce monde de phénomènes où finalement le monde n'existe plus que par ses conséquences, et la dame, surtout par l'engravure qu'elle fait dans le corps, bien plus que par sa présence réelle, une fois la rencontre amoureuse effectuée. Toutes les apparences de la vie et de l'amour, avec un enjambement, là aussi, qui reprend ces questions de rythme, qui se syncope et qui se détache. Et toi, là, on a ce phénomène que j'ai mentionné. La seule, ici, on serait dans la marque de genre vers le féminin la plus marquée. Mais en même temps, la seule peut aussi reprendre l'apparence pour dire que toi est une des apparences de l'ensemble de la vie. Et ça a déjà été préparé en amont. Donc moi, voilà, je dirais là, on frôle la marque du genre, mais on n'y est pas. Qui compte aujourd'hui pour moi, là, topos amoureux complet, il n'y a plus qu'une apparence qui va compter dans un monde qui finalement n'est plus fait que d'apparence et de hantise. On est en plein dans la maladie d'amour. Je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venu. Et là, finalement, l'amour au plus haut degré amène cette espèce de sacralisation, normalement par l'abstraction et la désincarnation en néoplatonisme, c'est-à-dire que l'amour religion du roman courtois puis du néoplatonisme, c'est un amour non sexuel, qui brûle d'amour, mais qui n'est plus capable d'amour, et que son plus haut degré rend impuissant, par exemple, et qui va faire de l'objet ou de l'être aimé un objet sacré, c'est-à-dire que littéralement on ne peut toucher. Et c'est exactement ce qui passe ici dans cette comparaison. La décorporation, évidemment, n'est pas celle de l'être aimé qui va qu'à ses occupations, peut-on imaginer. Elle est celle que projette, à force d'amour, l'être aimant. Avec des reprises, il faut quand même le dire, des répétitions extrêmement simples. Ton front et tes lèvres, que les premières lèvres et le premier front venu. Comme si lèvres et front circulaient ainsi dans la stricte, quoi, comme si on avait lèvres et front qui circulaient, mais c'est parce qu'en fait on a ici des espèces de reprises métonymiques qui ne sont pas sans rappeler les blasons, mais là on est quand même d'un peu loin, en tout cas qui vont être des métonymies de la personne aimée, mais des métonymies étonnamment non genrées, c'est pas un saint, mais qui en même temps vont amener une certaine forme finalement de pudeur par exemple. J'ai tant rêvé de toi, tant marché par les couchers avec ton fantôme, qu'il ne me reste plus peut-être, et pourtant, qu'à être fantôme parmi les fantômes, et plus sombre 100 fois que l'ombre qui se promène, et se promènera allègrement sur les cadrans solaires de ta vie, solaireux de ta vie. Encore cette reprise, j'ai tant rêvé de toi. Donc là, on a pratiquement toutes les phrases, pas toutes, mais voilà, qui commencent par un jeu, et plusieurs par j'ai tant rêvé de toi. Simplicité extrême, quotidien, prosaïsme, parce qu'il s'agit de montrer ce que fait l'amour en désincarnant ce qui est le plus quotidien et le plus prosaïque. Donc très haut degré, tant marcher par les couchers avec ton fantôme. Donc là, on va avoir le rêve, qui finalement est ce processus, qui par la convocation, l'imagination, parfois la remémoration, et donc voilà, l'imagination plus ou moins contrôlée, la marche, la conversation et coucher, au moins le sommeil, si ce n'est l'amour, avec ton fantôme, des activités très quotidiennes. Donc, abstraction, ou en tout cas désincarnation, et incarnation, marcher par les couchers, de plus en plus forte, mais tout cela avec ton fantôme, c'est-à-dire avec la convocation que je fais de toi, avec le toi, l'apparence de toi qui me hante, qui n'est pas l'apparence réelle de toi, qui est l'image que j'ai de toi. Et image, on se rappelle, ça vient d'imago, c'est l'imagination. C'est l'image que l'on se forme. C'est ça que dit l'apparence dans le texte. Donc hop, expression du plus haut degré avec la complétive qui arrive, qu'il ne me reste plus peut-être, et pourtant, et donc là avec quelque chose du quotidien d'un discours second par ce circonstanciel qui s'ajoute, et pourtant, qu'à être fantôme, donc ton fantôme d'apparence, me désincorpore en retour parmi les fantômes, et plus sombre 100 fois. Donc, bon, on rejoint l'armée des ombres en gros, même si là évidemment la référence est anachronique, et puis quand même un peu décalée.
Il ne me reste plus peut-être et pourtant qu'à être fantôme parmi les fantômes, et plus ombre sans foi, donc avec quelque chose évidemment du plus haut degré encore ici. Et puis ombre parmi les ombres, là on a vraiment une réécriture fantastique. Que l'ombre qui se promène et se promènera allègrement, hop, on reprend le quotidien, et boum, métaphore finale sur le cadran solaire de ta vie, qui va, en fait, là, ce sont les valeurs du présent du début, présent quasi une énonciation, étendue d'habitude sur un temps plutôt court, le cadran solaire de ta vie, on n'est pas exactement sur un présent de vérité générale, mais en tout cas, l'empan temporel qui est désigné est bien plus large, en allant sur l'ensemble de la vie, représentée elle-même par un cadran solaire, et comme une ombre, et qui fait finalement de cette ombre, non pas exactement le repère, le gnomon, mais l'ombre de ce gnomon, un peu comme plus tard Brel, je serai l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien, le bonheur d'être cette ombre qui suit, mais peut-être aussi le bonheur d'être aimé par un phénomène de décorporation, d'abstraction, de spectralisation inverse. Donc c'est un magnifique poème d'amour. Là, c'était quelques éléments à l'arrache, un peu comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur la marque du genre ? C'est-à-dire que la question, elle va être, est-ce qu'on peut faire une lecture politique de l'absence de marque du genre dans ce poème ? Et là, les choses deviennent un peu plus compliquées à mon avis. C'est-à-dire, je pense que oui, au niveau de la réception, je pense pas que ce soit un hasard, mais je pense pas qu'on puisse non plus en faire complètement. En tout cas, moi je n'en ferai pas un poème 100% queer. C'est-à-dire que, et notamment parce qu'il est pris dans un recueil, je mets beaucoup plus cette marque du genre au service de cette spectralisation et de cette décorporation qui va aussi passer par une désexualisation, ou plutôt par une désexuation, pour une plus grande réciprocité et pour une décorporation des deux êtres aimés et aimants. Pour moi, c'est vraiment ça la clé du poème. En revanche, je trouve très ouvert et particulièrement intéressant d'en faire une lecture queer dans un second temps, mais dans un même temps, voilà. Et ça c'était, ça serait, moi j'irais plutôt de ce côté-là, à ce niveau-là, que vers une lecture qui serait 100% queer, neutre, fluide. C'est-à-dire que pour moi, là, en fait, c'est un peu comme pour Lolita n'est pas un roman sur la pédophilie, c'est un roman qui va utiliser la pédophilie et qui, ce faisant, dit quelque chose de la pédophilie. Et alors, la réception de Lolita dit beaucoup de choses de la pédophilie dans la culture du viol et dans nos cultures actuelles, par exemple. Je pense vraiment que c'est à peu près de cet ordre-là, avec des sujets très différents. C'est-à-dire, pour moi, la lecture que l'on peut faire de ce poème, c'est que finalement, la décorporation va entrer dans un jeu amoureux. Donc la désexualisation, l'effacement de la marque du genre, permet ce jeu amoureux. C'est-à-dire qu'on va avoir une utilisation de quelque chose qui chez d'autres peut être queer, et qui ici est d'abord érotique et amoureux. Voilà. Pour moi, ça c'est vraiment là où ça va se jouer. Mais on a ce phénomène très étrange que le détachement du poème, notamment par la mise en anthologie, va souligner cet effet-là, tout comme la réception va potentiellement la souligner. Et là, on peut quand même noter, moi, dans les commentaires composés de français que j'ai vus rapidement, il est marqué la dame ou la maîtresse. Et là, moi, je suis désolée, dans le poème, il n'y a pas la dame ou la maîtresse. Et un poème, quand bien même il appartient à un recueil, est un ensemble de discontinuités. Sinon, on écrit une épopée, on n'écrit pas un recueil, en fait. C'est pas la même chose d'avoir un recueil de poèmes et de jouer justement de leurs échos. C'est-à-dire qu'en fait, la possibilité de cette continuité, pour moi, ici, elle va atteindre dans cette expression du plus haut degré amoureux, ce possible, cette fluidité, cette réciprocité. Et je crois que c'est ce qu'il y a aussi de plus beau et de plus satisfaisant au regard d'une lecture, on va dire, amoureuse du poème. C'est-à-dire que c'est aussi là où ça nous parle le plus d'amour. La réception la plus traditionnelle passe complètement à côté de cet effet-là, et c'est tellement dommage. Mais est-ce qu'il est complètement possible d'en faire une lecture politique ? Moi, j'y vais pas 100%. En tout cas, en l'absence d'autres éléments. Après, ce qui m'intéresse, moi, c'est ces effets de queerisation
de lecture, on va dire, queer, comme à d'autres moments on a des lectures féministes de la littérature, d'un poème, d'un roman, etc. C'est-à-dire que là, moi ce que je trouve vraiment absolument passionnant, c'est pas d'avoir ou non une clé. Parce que là, moi, j'ai une lecture, elle n'a rien d'absolu. C'est un positionnement de réception, en fait. Et bon, globalement, là, je vais avoir l'approche académique un peu scientifique qui dit, en l'absence d'autres preuves, je préfère en rester là. Le plus probable, en fait. Mais, ce qui m'intéresse vraiment là-dedans, c'est comment le geste de saisie du poème apporte cette queerisation, parfois involontaire. Je ne pense pas que les anthologies elles aient été faites pour avoir une queerisation du poème, parfois volontaire, par exemple dans ce que fait Isabelle. Et ça, c'est absolument passionnant, et ça fait jouer au lecteur, aux lectrices, aux lectrices, un rôle absolument prépondérant. C'est-à-dire que si, traditionnellement, on lit, ou on fait lire, ou on offre à la lecture des poèmes qui ne vont pas avoir de marque du genre, on déstabilise quand même quelque chose. Quand bien même ce n'est pas l'intention ou le propos premier du poète. Et ça devient profondément réjouissant. Et je vais devoir continuer mes travaux. Merci beaucoup Isabelle, et je vous dis à bientôt.